Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour ce troisième baromètre déjà de l'assurance innovante, assurance et innovation en vidéo. Salut Flo. Salut Alexandre, merci d'être là sur le pont toujours, avant peut-être de prendre quelques jours. Merci à toutes et à tous d'ailleurs de nous rejoindre. On a un agenda assez chargé, mais évidemment le but du jeu de ce format, c'est d'interagir. Donc n'hésitez pas à nous interrompre dans le chat. Là maintenant on a effectivement, on voit bien les commentaires des uns et des autres. Donc Ouais, ce qu'on n'hésitez pas. disait avec le mois de juillet, qui est assez actif en matière d'innovation, l'assurance innovante ne prend pas de pause. Vous avez répondu présent, hein, merci beaucoup. On a eu quasiment 170 inscrites pour cette édition, donc merci de votre fidélité. Petit tip en pinçant, quand on vous envoie les invitations avec Flo, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, même si vous ne pouvez pas être présente au créneau. Pourquoi? Parce que vous allez ensuite bénéficier des notifications pour accéder au replay. Et on sait, on le voit, on le consomme aussi de cette manière. Nous, on consomme souvent ces contenus en différé quand on a un peu plus de temps, quand on est posé le week-end. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à cliquer quand on vous envoie les notifications. Exactement. Et du coup, je propose qu'on saute directement sur le premier sujet. Maintenant Allons-y, que vous c'est commencez à parti. être familier et familière un peu de la chronologie, on a 4 parties. La première, c'est l'œil du VC et sans trop de surprise, on souhaitait mettre à l'honneur, voilà, revenir sur les 6 premiers mois de l'année, qui viennent de s'écouler, le premier semestre, essayer de partager quelques chiffres sur l'investissement dans l'insurtech en Europe. On va voir qu'au-delà des chiffres, l'idée, c'est de partager des tendances parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais peut-être sur les chiffres, les 2 chiffres à avoir en tête, c'est ceux que vous voyez en couleur. Donc c'est d'un côté 279 millions d'euros qui ont été investis sur le premier semestre. Donc c'est un chiffre qui est plutôt stable, je dirais, par rapport à ce qui s'est passé les années précédentes et peut-être de manière un peu historique, si on sort les années un peu d'extravagance 2021-2022. Donc plutôt, je dirais, stable par rapport à ce qui se passait précédemment, légèrement en baisse quand même par rapport à l'année dernière. Mais il y a un élément quand même à garder en tête, c'est qu'il y a quand même 3 startups qui n'ont pas annoncé leur levée de fonds et une en particulier, Descartes Underwriting, qui n'a pas donné de chiffres. Et donc, on peut imaginer que ça aurait pu faire bouger ce chiffre-là. Par ailleurs, sur ce montant d'investissement, quelque chose qu'on voulait mettre en avant, parce que c'est aussi, on parle de diversité en termes de business model, de positionnement et d'activité, c'est que, en fait, l'insurtech, c'est qu'une partie un peu restreinte de ce qui peut intéresser un assureur du point de vue innovation et technologie. Et typiquement, on a fait le travail grâce aux données que Avolta Partners envoie chaque semaine sur toutes les levées de fonds réalisées en France. En fait, on s'aperçoit que l'insurtech, c'est que 10% de tout ce qui a été investi dans cette catégorie qu'on appelle résilience. Voilà, donc, innovation dans l'assurance, tech au service du risque, etc. Donc, Je peux l'insurtech, peut-être préciser au passage, excuse-moi, mais ce que toi, tu mets derrière cette définition d'insurtech qui est assez large et que des acteurs peuvent interpréter différemment, en fait. Je pense que c'est assez ouais, intéressant pour l'audience. exactement, bien vu. Et en fait, on l'a résumé dans ce graphique-là qu'on avait réalisé ensemble avec nos amis d'InsurLab Germany à l'époque. C'était d'essayer d'illustrer qu'en fait, l'InsurTech, c'est qu'une petite fraction de l'innovation et la tech au service de l'assurance. Donc évidemment, on le met au milieu parce que c'est ce qui nous intéresse tous. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de catégories un petit peu connexes. La santé, la cybersécurité, la mobilité, les objets connectés ou la maison intelligente, de plus en plus évidemment tout ce qui est lié au climat, aux catastrophes naturelles, au changement climatique, la fintech évidemment, le cousin de l'insurtech, et puis il y a plein d'autres catégories. Donc en fait, c'est un petit peu ça qu'on voulait illustrer aussi aujourd'hui, c'est qu'on se dit, évidemment, on regarde l'insurtech qui est notre point d'entrée, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent autour. Et donc, pour revenir sur effectivement le chiffre que j'évoquais tout à l'heure, les 279 millions, c'est investi uniquement dans la zone grise, l'insurtech pure et dure. Mais en revanche, cette petite zone, c'est que 10% de tout ce nuage d'intérêt qui peut avoir un impact sur le monde de l'assurance. Et du coup, si on applique ce chiffre-là à l'Europe de manière générale, finalement, on approche quasiment les 3 milliards qui ont été investis
dans voilà, de la tech et de l'innovation au service de la résilience. Donc, on arrive sur... C'est une vraie catégorie. C'était aussi une manière d'illustrer ça. Hein. C'était de se dire, c'est pas juste un terme qu'on utilise nous, mais voilà, il y a des choses qui se passent. Et peut-être pour basculer sur l'autre manière de mesurer la dynamique d'investissement, c'est de regarder le nombre de tours et d'investissements qui ont été réalisés, le nombre de levées de fonds qui ont été annoncées. Il y en a eu 33, c'est un chiffre en stable par rapport à la même période l'année dernière. Idem sur la partie M&A, 6 deals de M&A qui ont été annoncés. En revanche, et vous en souvenez, parce qu'on en a parlé ensemble, Alex, la dernière fois, c'est sur le fait qu'il y avait voilà, des M&A peut-être plus positifs, parce que voilà, des acteurs tech, des acteurs hors Europe avaient acheté des startups européennes récemment. Donc, à nouveau, cette idée, c'est de se dire, si on regarde vraiment notre cœur de sujet et les chiffres purs et durs, on peut se dire que voilà, la dynamique n'est pas excitante. En revanche, voilà, dès qu'on élargit un petit peu le scope, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se passent et qui intéressent ou qui doivent intéresser les acteurs de l'assurance. Et puis, en termes de qualité, on voit qu'effectivement, même si les chiffres sont un peu similaires, on a une vraie dynamique intéressante. On peut rappeler des opérations un peu emblématiques de la première partie d'année sur le M&A. C'est Quanti, donc spécialiste de la tarification polonaise, qui a été racheté par Gatewire. Et plus près de nous en France, et que tu connais très bien pour avoir été un des premiers investisseurs dans cette entreprise, c'est Zelros, donc une de nos pépites de l'IA, qui a, elle, été absorbée par Earnix. Donc, et deux deals qu'on peut lire de manière ici très positive, comme tu le disais justement, fort justement, parce que auparavant, on avait vu plus de deals, on va dire, un peu au rabais ou à la casse. On pense évidemment au rachat de Luco il y a 1 an et demi. Mais là, on entre clairement dans une autre dynamique. Oui, effectivement, et on imagine que c'est une dynamique qui pourrait continuer à avancer. Une autre tendance d'ailleurs qu'on voulait mettre en avant, qui est à mon avis un peu connexe. Voilà, on se dit, à mesure que l'écosystème mature, finalement, il y a des startups qui commencent réellement à sortir du lot. Certaines sont rachetées, c'est ce qu'on vient de se dire. Et puis d'autres atteignent cette fameuse rentabilité, vous vous en souvenez, parce que je pense qu'on en parle à chaque fois. C'est cette bascule finalement du marché de l'investissement, bascule de la croissance à tout prix. C'était les années un peu d'euphorie post-pandémie, à de la croissance rentable. C'était ça le sujet. Et effectivement, le sujet, c'est de se dire, voilà, on voit de plus en plus de startups. On en a répertorié 3 et peut-être un élément à garder toujours en tête. On s'appuie que sur des informations publiques. Donc, il y a peut-être d'autres startups qui ont atteint la rentabilité pendant le semestre, mais comme elles ne l'ont pas dit publiquement, on ne peut pas les rajouter dans notre petite liste. En revanche, voilà, 3 startups, une en Allemagne, CyberDirect, qui fait de la cyberassurance comme son nom l'indique, une startup française, Mila, qui se trouve être un acteur full stack, dont on entend assez peu parler d'ailleurs, plutôt discrète, mais voilà, réaliser un nouveau tour de financement, annonce la profitabilité, et puis a partagé aussi quelques petits chiffres du point de vue activité. Donc toujours intéressant d'avoir des nouvelles de cet acteur-là. Et enfin, et je pense que c'est l'acteur qui parle le plus à tout le monde autour de la table, c'est Zego, startup de la mobilité en Angleterre, et qui, voilà, on le rappelle, c'était une licorne. Donc elle a levé son dernier tour de financement qui date maintenant d'il y a quelques années à une valorisation d'un peu plus d'1 milliard. On se posait pas mal de questions sur son niveau d'activité. On avait vu le nombre d'employés baisser très significativement sur les réseaux sociaux. On se demandait un peu quelle était la direction. On avait vu un pivot métier du B2C vers du B2B vers plutôt. B2C. Voilà, Ouais. B2B vers B2C. Pareil, on se posait la question de la pertinence de ce changement. Et puis voilà, on voit que pour la première fois, Zego a atteint la rentabilité. Donc forcément, cette startup-là, tout d'un coup, la pression pour aller chercher de nouveaux fonds, etc., ça menuise, et elle rentre dans une catégorie qui est la bonne catégorie en ce moment. Tout l'enjeu va être désormais de continuer à grossir tout en étant profitable, puisque c'est ça l'enjeu pour les startups. Ouais, pour rajouter quelques noms au passage, et ça fait plaisir parce qu'on a quand même des Françaises qui réussissent bien. On parlait de Mila, qui en toute discrétion arbore une trajectoire modèle. On a Achille, évidemment, qui depuis ses débuts n'en finit plus de nous surprendre et d'afficher des chiffres qui sont positifs, dans le vert, trouver de la rentabilité très rapidement, avec un modèle intéressant, à la fois du B2C, à la fois du B2B aussi.
Et c'est là que l'entreprise trouve la majeure partie de sa traction, je pense, aujourd'hui. On a GarantMe aussi, une insurtech un peu plus vieille, entre guillemets, mais je pense très bien menée aussi, qui a levé des fonds à 2 reprises. Il y a Thomas Reynaud, le CEO, qui communique beaucoup sur LinkedIn, qui explique et qui donne des insights sur la construction, sur les coulisses, sur l'envers du décor un peu. Et je trouve ça très intéressant. Il expliquait récemment pourquoi il avait choisi de repousser la rentabilité, en fait, en opérant une deuxième levée de fonds, alors qu'il se rapprochait justement du vert. Donc ça, c'était très intéressant parce que tu parlais de cette rentabilité. Il y a aussi cette question, que met-on derrière et où va-t-on chercher la rentabilité? Est-ce que c'est à l'étage 1, à l'étage 2, à l'étage 3? Et ça implique des dynamiques différentes au sein de l'entreprise. De la même manière, Zego, j'aimerais bien avoir des chiffres un peu plus précis parce que on savait que c'était très compliqué sur le B2B, qu'elle avait été, comme d'autres, survalorisée, je pense, au moment des levées de fonds. Il y a eu un recentrage qui a été, je pense, assez radical opéré avec l'élimination pure et simple de cette ligne B2B, un recentrage sur le B2C. On nous dit qu'il y a de la rentabilité aujourd'hui, mais elle est à quel niveau et sur quel niveau de valorisation aujourd'hui? Donc, il y a ces questions, je pense, qui se posent aussi. Et si on veut rajouter d'autres insurtech qui annoncent de la rentabilité, parmi les licornes, parce que tu parlais de Zego, on fait une veille régulière depuis plusieurs années maintenant sur les 8 licornes européennes. Et à côté de Zego, il y a Marshmallow en Angleterre et Clark en Allemagne qui ont annoncé leur rentabilité. Donc on en a 3 sur 8 qui officiellement partagent des chiffres dans le vert. Exactement, et c'est un bon rappel que c'est la donnée qui est publique, hein. Donc à nouveau, peut-être que d'autres le sont déjà, mais elles l'ont pas encore annoncé officiellement. Donc on mettra évidemment à jour ce graphique-là. Pensez d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux, parce que de la même manière, hein, toutes les sources qu'on utilise pour aujourd'hui, on vous les partage ensuite, en général dans les commentaires, ou en tout cas, vous pouvez les retrouver dans nos différents posts, dans nos newsletters, etc. Donc, on essaye de mettre tout de manière générale. La dernière tendance sur laquelle on voulait peut-être revenir, c'était sur l'IA, évidemment. Donc là, on en a fait un article, pareil, vous le retrouverez sur mon profil. Toi aussi, Alex, tu as écrit beaucoup là-dessus. C'est cette idée de se dire, évidemment, l'IA est partout. Je pense que c'est le sujet qui intéresse le plus de monde. Et dans l'IA dans l'assurance, ou en tout cas dans l'insurtech, c'était assez intéressant parce que du point de vue chiffre, je dirais qu'on est en phase avec ce qui se passe en Europe, hein. 36% des deals, donc un peu plus d'un tiers des deals annoncés, ont été annoncés par des startups insurtech de l'IA. Et c'est à peu près l'ordre de grandeur, hein. Si on regarde toutes les startups en Europe, voilà, un peu plus d'un tiers des deals a été réalisé par des startups IA. Donc on est assez en phase. En revanche, on voit qu'il y a quand même une assez grosse diversité, à la fois géographique. Donc c'est l'Angleterre qui est en tête avec 3 deals, la France est deuxième avec 2 deals, et puis après il y a plein d'écosystèmes dans lesquels il y a au moins un deal IA insurtech qui a été annoncé, et puis diversité aussi sur la partie business, puisque toute la chaîne de valeur est attaquée. Donc que ce soit la partie produit, la partie souscription, la partie distribution et la partie gestion de sinistres. En revanche, il y a quand même un leader, vous le voyez en petit là-dessus, mais à nouveau le post complet, vous pouvez le retrouver sur nos réseaux. C'est la partie gestion de sinistres avec 50% de tous les deals qui a été la plus active. Donc voilà, et puis après, si on regarde sur la partie positionnement ou go-to-market strategy, on voit qu'il y a 3 grandes tendances qui se distinguent. C'est d'un côté les AI agents, donc vraiment ces solutions qui permettent d'optimiser et d'automatiser certaines fonctionnalités, certaines parties des process. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même pas mal de boîtes qui co-construisent finalement, donc de startups qui co-construisent avec des gros acteurs. Elles n'ont pas un cas d'usage en particulier, mais voilà, elles permettent aux acteurs en place d'accélérer sur l'adoption de l'IA en co-développant des produits ensemble. Donc, ça va être intéressant de voir comment cette démarche-là est durable une fois que voilà, le soufflet de l'IA sera un petit peu retombé et qu'on ira chercher du ROI. La deuxième tendance, à l'inverse, c'est des startups qui ont un cas d'usage extrêmement précis, qui proposent une solution particulière. Et donc là, on retombe dans de la technologie au service des acteurs en place, avec probablement des process de vente un petit peu plus longs, mais un ROI
probablement plus facile à identifier et à mesurer, puisque à nouveau la promesse est simple et unique, et donc voilà, soit ça marche, soit ça fonctionne pas. On pourra s'en faire un avis relativement rapidement. Et puis la dernière tendance en matière d'IA, c'est tout ce qui est compréhension du risque, notamment sur la partie climatique, la partie cyber. Donc là, on est vraiment sur la modélisation du risque, compréhension du risque, pricing du risque. Et donc, quand je dis ces 3 tendances qui émergent, c'est quand on regarde finalement les startups qui ont levé dans ce domaine-là, donc des startups, des insurtech IA. Voilà, on a ces 3 tendances-là qui se distinguent, ce qui ne veut pas dire qu'à la marge, on n'a pas des contre-exemples, mais voilà, c'est un peu les trois catégories qui se distinguent en ce moment. Et la quatrième à venir, souvent, on voit les tendances émerger de l'autre côté de l'Atlantique, aux US. Cette semaine, là, j'ai découvert une nouvelle InsurTech qui vient de sortir du bois, avec le deuxième plus gros site de l'histoire de l'InsurTech, 15 millions de dollars. C'est AIUC, Artificial Intelligence Underwriting Company. Donc, il y a beaucoup de buzzwords là-dedans. Mais je trouve assez intéressant leur proposition de valeur. Alors, c'est des anciens d'Anthropic qui ont monté ça. Et leur objectif, c'est d'aider à démocratiser en toute confiance l'usage des agents IA, comme tu en parlais, avec 3 briques, à la fois des standards, deuxième brique des audits indépendants, et la troisième brique l'assurance qui est calibrée justement sur la qualité des audits. Donc, la proposition de valeur et cette nouvelle tendance, ce sera assurer, créer un cadre de la transparence et de la confiance pour une utilisation optimale de la technologie dans les entreprises. Je pense que voilà, c'est quelque chose à suivre aussi. Ouais, on verra si ça accélère l'adoption justement. Pour l'IA, en tout cas, on continuera à suivre ça parce qu'effectivement, au-delà des gros titres, on voit à nouveau une vraie diversité. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre sur cette première partie, sur les chiffres clés et les investissements. C'est que voilà, la dynamique en elle-même, du point de vue numérique, elle est relativement stable. En revanche, on voit des choses très diverses qui commencent à attaquer tout le marché, toutes les lignes de marché, tous les cas d'usage. On se rapproche du cœur du réacteur, comme tu l'évoques, sur la partie souscription. Donc voilà, beaucoup de choses très différentes qui demandent d'aller au-delà justement de ces chiffres pour essayer de comprendre un peu ce que font les uns et les autres. Parce qu'à nouveau, et c'est un peu l'enseignement qu'on a eu sur la première vague d'innovation dans l'assurance, c'est que voilà, toutes les startups ne se valent pas. Il y a des choses très intéressantes, il y a des choses moins intéressantes. Et donc l'idée, c'est d'aller se focaliser sur ce qui apporte vraiment de la valeur dans l'industrie, puisqu'il y a de la place évidemment pour faire des choses un petit peu innovantes. Si ça te va, Alex, je te propose qu'on parle justement sur la deuxième section, le game changer, parce que je vais te laisser l'introduire. C'est justement un rapport quand même pas mal avec et un sujet qu'on a beaucoup vu dans la première vague d'innovation, mais justement le marché commence à arriver à maturité. Tout à fait, on va parler du pet insurance. Pet insurance a été un des premiers sujets parce que je pense assez évident, c'est-à-dire assez simple à concevoir en matière de produits d'assurance, de distribution, un marché aussi qui est sous-équipé, où on est sur des produits avec des forts leviers émotionnels aussi. Donc, Pet Insurance, c'est pas nouveau. Si on pense, l'acteur le plus emblématique en France, c'est Santé Vet, c'est 2003. On parlait des licornes de l'InsurTech. L'une d'entre elles aussi, c'est Many Pets, Bought by Many à l'origine, qui était au UK l'une des premières InsurTech à vraiment lever énormément de fonds. On était sur des levées à quasiment 200 millions de dollars. Et depuis, ça a suscité des vocations. Aujourd'hui, en France, ce qui peut paraître assez étonnant, on voit des nouveaux acteurs qui arrivent en continu sur le marché. Alors, on a des boîtes françaises, on a Dalma qui a levé beaucoup de fonds, on est à quasiment 35 millions d'euros levés. On a sur des positionnements un peu différents et des approches aussi différentes des boîtes comme Cosu aussi qui est là depuis un moment. Et on a toutes ces insurtech étrangères aussi qui arrivent depuis quelques années. Je donne des noms un peu en vrac en espérant ne pas en oublier trop, mais on a l'Acier de Suède, on a Barkibu,
qui est à l'origine espagnole, qui est en France. L'an dernier, il y a l'américaine Figo qui est arrivée. Cette année, il y a Patolo, une allemande aussi. Donc, ouais, ça surprend un peu de voir la multiplication de tous ces acteurs sur une ligne de produits où il semble quand même assez dur de se différencier, sachant que ça reste du produit standard. Donc, ce qu'on se disait, on en parle depuis un moment, c'est valable pour le pet insurance, c'est valable aussi pour d'autres verticales, segments ou niches, on les appelle comme on veut, mais comme le cyber, où à un moment donné, où il y a beaucoup d'acteurs sur un produit et un marché non plus qui n'est pas extensible à l'infini, on se dit qu'il va y avoir potentiellement des consolidations à un moment donné. Parce que tout le monde adopte à peu près la même, notamment celles qui ont levé beaucoup de fonds, adoptent la même stratégie, c'est-à-dire grossir vite dans son pays d'origine et partir chercher de l'attraction dans d'autres géographies. Donc, à un moment donné, ils rentrent en collision sur des marchés. Donc, on se dit que après une phase pionnière, j'ai l'impression qu'on arrive là sur le Pet InsurTech, on va avoir des consolidations. Donc, j'ai écrit un article là-dessus il y a 1 mois et demi. Et l'actualité faisant bien les choses pour moi, justement, il y a Santévet qui vient d'annoncer une opération de M&A pour mettre un pied au UK, donc un marché qui est assez concurrentiel. On disait Manipet, on a Napo aussi, une belle entreprise montée par des Français qui trouvent de l'attraction. Et donc Santévet a racheté un MGA britannique, Teddy Insurance Group, donc qui opère toujours sous 2 marques au UK, Perfect Pet et Now Pet Insurance, et qui génère 40 millions d'euros de primes annuelles. Donc voilà, premier exemple de consolidation. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? La question est un peu ouverte et j'aimerais bien avoir ton avis aussi d'investisseur et d'expert sur ce sujet. Ouais, bah, c'est vrai que je dirais, c'est un peu le fil rouge. C'est pour ça que je faisais le lien avec la première vague d'innovation dans l'assurance, parce que j'ai l'impression, si on se souvient et qu'on remonte au tout début de l'InsurTech en France, à une de toutes premières InsurTech, c'était Otherwise, qui faisait notamment de l'assurance chien-chat, qui a ensuite été racheté par Lovis, d'ailleurs. Donc voilà. J'ai vu qu'on avait Cécile Mérina avec nous aujourd'hui. Cécile qui était à l'origine d'Otherwise. Exactement, exactement, effectivement. Mais donc voilà, ça existe depuis toujours. Manipet, ce que tu as mentionné au UK, une des plus grosses InsurTech en Europe, pareil, qui est là depuis le début. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui revient régulièrement. On a montré, là, on a fait deux graphiques, un qui date un petit peu de plug and play, mais qui montre un peu la diversité des acteurs en Europe. Ça date d'il y a quelques années, hein, c'était mai 2023, mais ça montre quand même, voilà, qu'il y a finalement dans chaque écosystème local au moins un, si ce n'est plusieurs acteurs de la pet insurtech. Et puis de manière plus locale, ça c'est la dernière fois en scrollant rapidement sur Facebook, on voyait les pubs hein, qui se ressemblent plus ou moins pour les différents acteurs qui proposent, donc là c'est sur le marché français, hein, c'est quand on est géolocalisé en France, voilà, quelques acteurs qui ressortent. Et voilà, avec des promesses parfois différentes, parfois très proches, de la pub sur le prix et de la pub sur la rapidité de remboursement, d'autres sur le niveau de couverture, etc. Donc voilà, des couleurs un petit peu différentes, mais effectivement, c'est beaucoup d'acteurs qui se battent pour un marché. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant sur la Pet InsurTech, c'est que finalement, on utilise, et on entend encore aujourd'hui, les mêmes arguments, je dirais, qu'il y a une petite dizaine d'années, qui étaient, il y a des marchés un petit peu plus avancés en Europe. L'Angleterre et les pays nordiques où le taux d'adoption et le taux de pénétration de ces produits de pet insurance est quand même très élevé versus en France notamment où il reste quand même relativement faible. En revanche, disons pendant la pandémie, le niveau d'adoption de ces produits a accéléré et je dirais à force qu'il y ait plusieurs acteurs qui se tirent un peu la bourre sur ce marché-là, ça fait une sorte de, comment dire, ça mature le marché, les gens connaissent mieux le projet, ils ont mieux les produits, mieux les couvertures, et puis ça rassure aussi de voir pas mal d'acteurs, mais effectivement, quand on voit différents acteurs internationaux se battre avec des acteurs locaux, notamment sur le marché français, on peut se demander à quel moment il va y avoir de la concentration. Tu as évoqué Santévet qui s'étend en Angleterre. Voilà, moi, je me pose toujours la question du marché français, de voir qui va racheter qui, parce qu'effectivement, voilà, racheter un acteur local, ça peut être une manière d'accélérer, parce qu'il y a évidemment un enjeu
À nouveau, hein, et on l'évoquait, la croissance rentable, il y a 2 enjeux, la rentabilité d'un côté, la croissance de l'autre et donc comment tous ces acteurs qui ont levé des montants un peu similaires et je te laisserai peut-être revenir sur les chiffres que toi tu avais partagés. Mais voilà, on commence à avoir quelques KPI qui nous permettent de comparer, les acteurs entre eux, sachant que, la plupart ont levé des montants importants. Oui, là, c'était un tableau récapitulatif avec les derniers chiffres que j'ai pu trouver. Il y en a qui sont peut-être pas forcément à jour, hein. Dalma, je pense qu'ils ont un peu augmenté depuis. Mais on est sensiblement dans la même dynamique. On est entre 60 et 90 000 polices actives pour les insurtech de cette génération. Barkibus, je pense, c'est pareil. On est vers 70 000 polices. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle ce que tu fais souvent, Flo, les polices actives versus les levées cumulées. Ça montre un peu, ça donne un peu de la perspective à tout ça. Donc, on voit quand même qu'il y a une dynamique, hein. L'acier, c'est pas mal. En 2022, ils ont gratté déjà 160 000 polices. Après, c'est le next step. Je pense qu'il est, comme toujours, le plus compliqué. Les premières 100 000, 200 000 polices, elles vont être relativement simples, hein, entre guillemets, bien sûr, à aller chercher. Mais ensuite, c'est comment construire et soutenir cette croissance. On voit ManyPet, ça n'a pas été simple, hein. On rappelle qu'ils ont essayé de se lancer aux États-Unis. Ça paraissait évident, ils se sont cassés les dents, ils sont revenus au bout de 2 ans. Ils ont essayé aussi de se lancer en Suède. Ça n'a pas marché non plus. Et aujourd'hui, ils se concentrent exclusivement, pour le moment, sur le marché local. Et où ça marche bien. Ça, on le sait, notamment à travers les chiffres de Wacom, qui est partenaire de ManyPet. Et donc, dans le rapport annuel de Wacom, on peut lire la dynamique ManyPet. Et ça fonctionne manifestement plutôt bien, voire très bien. Mais pour l'instant, quand on est au UK. Donc, quid de la valorisation, encore une fois, quid de la croissance rentable, où on trouve cette croissance, cette rentabilité, pardon, à quel niveau, encore une fois. Voilà, ça va être tout le challenge aussi pour les nouveaux entrants, enfin les nouveaux entrants, ceux qui sont là, de la génération 2021-2022. Ouais et c'est pour ça que je trouve intéressant d'aller regarder et d'aller comparer les montants levés et les montants de primes générés. Alors, la plupart, hein, de ces acteurs-là sont des courtiers, hein, donc ils gardent par définition leur chiffre d'affaires n'est qu'une fraction des primes qu'ils vendent. Ceci étant, cette comparaison donc entre les montants levés et les montants de primes, c'est ce que j'appelle un peu l'efficacité capitalistique. Parce qu'effectivement, ça permet et par ailleurs, il se trouve qu'on a souvent les chiffres pour toutes les startups, hein, à la fois les montants levés et les montants en prime, ou alors on a le nombre de polices vendues et donc, par une règle de 3, on arrive à retomber sur à peu près le niveau de prime. Ça nous permet de comparer justement cette vélocité-là, cette efficacité capitalistique, parce qu'effectivement, il y a une des grosses interrogations, qui est, cet écart qu'on peut imaginer entre, d'un côté, les valorisations, puisque quand on voit que des startups lèvent des dizaines de millions d'euros, on peut imaginer que et on sait que les valorisations atteignent quand même des sommets pour certaines d'entre elles. Et de l'autre côté, combien vaut un portefeuille de quelques dizaines de milliers de chiens-chats? On a ce genre de multiples, hein, aussi du côté industriel quand on voit des rachats de courtiers. Alors évidemment, on a souvent des rachats de courtiers traditionnels. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment valoriser un courtier digital? Est-ce qu'on peut appliquer sur ces courtiers digitaux des multiples de rachats qui sont très significativement supérieurs à ceux qu'on peut voir dans le courtage traditionnel? C'est un peu toute la question et c'est ça qui va être intéressant, hein, quand on parle de rapprochement et de consolidation du marché. C'est parce qu'on voit voilà, beaucoup d'acteurs présents qui se battent sur les réseaux sociaux à coups de pub qui sont plus ou moins similaires, pour un marché qui est quand même en évolution, hein, faut quand même le souligner, même si les taux de pénétration bougent pas très significativement en points de pourcentage, mais voilà sur une population de plusieurs millions, bah, forcément ça fait des chiffres qui sont intéressants et donc il y a quand même un marché à aller chercher. Les acteurs, et il y en a quelques-uns qui présentent des chiffres de métiers qui sont quand même assez impressionnants et donc voilà, la question qui reste, c'est finalement comment justifier cet écart entre d'un côté la valorisation,
De l'autre côté, le prix qu'on peut imaginer de rachat en se basant à nouveau, et c'est biaisé, sur des courtiers traditionnels. Donc ça va être intéressant, c'est typiquement un sujet qu'on va continuer à suivre. Dès qu'il y aura des rapprochements, si on peut avoir des chiffres publics sur les montants d'acquisition, montants de valorisation, ça sera intéressant pour mettre en face justement de cette efficacité capitalistique qu'on aime bien comparer. Et toujours petit appel évidemment aux startups, continuer à partager des chiffres parce que c'est top, ça nous permet de regarder un peu comment les uns et les autres avancent. Et puis je pense que ça donne aussi une crédibilité sur le marché. Voilà, nous on commente et on apprécie ces chiffres-là du point de vue innovation et investissement. Mais je pense que du point de vue client aussi, ça rassure de savoir qu'il y a des dizaines de milliers d'autres clients qui sont déjà clients chez les uns et les autres. Et d'ailleurs, souvent, ce genre de chiffre est donné et mis en avant très rapidement sur leur site internet. Je pense à Dalma en particulier, qui a ce petit compteur assez haut, Napo en Angleterre aussi. Si on va sur leur site internet, on voit le chiffre très vite. Et justement, sur ces compteurs et sur ce concept d'efficacité capitalistique, peut donner un autre chiffre qui peut donner aussi de la matière à réflexion à tout le monde, à l'audience. C'est une insurtech peut-être pas forcément connue chez nous, c'est Panda en Allemagne, qui est dirigé par Jean-François Diette, qui est français, qui a fait un petit deal dernièrement, mais pas disclosé, donc on imagine que c'est pas des millions, qui s'est lancé justement au même moment que la génération 2021-2022, et qui annonce aujourd'hui environ 60 000 polices actives. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a besoin de lever 40 millions pour aller chercher les 60 000 premières polices en pet insurance? Voilà, c'est ouvert. Et donc, affaire à suivre, de voir comment ces différents acteurs-là vont continuer à opérer, à évoluer, à se rapprocher ou pas les uns des autres. Et puis effectivement, sûrement d'autres acteurs qui vont continuer plutôt à arriver sur le marché français ou à s'étendre en Europe, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses. Mais voilà, c'est typiquement aussi, même du point de vue investisseur, c'est un domaine où on voit encore régulièrement des acteurs qui rentrent sur le marché. Donc ça va être intéressant de voir comment cette tendance-là, qui a beau être une tendance un peu historique, continue à évoluer. On va peut-être voir des insurtech qui vont jouer un peu les rôles d'enablers dans l'affaire. J'ai eu un communiqué de presse pas plus tard que la semaine dernière, la MAE, qui lance son offre Pet Insurance, et c'est Sénat qui est derrière. Donc voilà, c'est une autre manière aussi pour les insurtech d'intégrer ce segment. Top. Et en parlant justement de tendance un peu historique, la startup à suivre, c'est la 3e séquence de ce live-là, c'est de revenir justement sur un acteur historique dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, c'est WeFox. WeFox qui vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds, 150 millions d'euros. Alors c'est moitié de la dette, moitié de l'augmentation de capital, mais ça nous semblait intéressant de revenir sur leur activité. Alors ça, c'est leur site internet, c'est la homepage de leur site internet. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça donne un petit aperçu de là où ils en sont aujourd'hui. Voilà, quelques marchés qui restent, donc l'Autriche, la Suisse et les Pays-Bas. On voit que l'Allemagne a disparu du périmètre, et ça nous permet aussi de revenir sur leur histoire, parce que WeFox, vous vous en souvenez, c'est l'insurtech qui a levé le plus d'argent depuis le début, avec plus d'1,5 milliard levé depuis le lancement. C'est une startup qui était basée, qui est toujours basée d'ailleurs en Allemagne, et voilà, qui avait surtout été un des gros acteurs en termes de levée de fonds, et qui voilà, était un acteur un peu emblématique dont on avait un peu moins entendu parler dernièrement, parce que ça fait quand même, je dirais, 24 mois que c'est un petit peu plus difficile pour eux. Il y a eu une première phase qui était... on peut donner peut-être quelques éléments de repère à l'audience sans refaire toute l'histoire, parce que ça a été... si vous suiviez de près, c'était une saga, un feuilleton à rebondissement. Mais oui, ça a commencé, vraiment, on a commencé à identifier des difficultés chez WeFox. C'était mars 2024, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, quand Julian Teike, c'est le CEO fondateur emblématique, et qui a annoncé son départ. Donc on se demandait, est-ce que... voilà, ça s'inscrivait dans une dynamique assez logique où, à un moment donné, après avoir fait grandir l'entreprise jusqu'à un premier stade, il faut du renouvellement, il faut aussi d'autres qualités pour propulser la startup un peu haut. Ou alors, est-ce que c'était symptomatique et est-ce que ça traduisait des difficultés? Et on n'a pas eu longtemps à attendre, parce que dès le mois de mai,
donc mars 2024, Take part. Au mois de mai, je me souviens, c'est Sky News qui avait fait la une en disant WeFox au bord de la faillite. Donc là, on tombait un peu de haut. Comme tu disais, Flo, WeFox valorisé 4,5 milliards de dollars à l'époque, après avoir levé plus d'1,5 milliard. Ça a toujours été assez opaque, hein, à la fois sur leur proposition de valeur et à la fois sur leurs chiffres, parce qu'ils étaient à la fois assureurs, enablers, plateforme tech, pardon, ils travaillaient avec les courtiers, donc tout ça, c'était pas très clair, mais ils annonçaient brasser un volume quand même conséquent de primes d'assurance à l'année. Donc, voilà, de les voir passer rapidement de ce stade au bord de la faillite, et tout s'est enchaîné vite derrière, un retrait du marché allemand, donc leur marché d'origine. Ensuite, des conflits entre actionnaires, avec l'un des actionnaires qui, voulant sauver ce qui pouvait l'être, souhaitait vendre, alors que les historiques menés par Chrysalis voilà, souhaitaient continuer. Donc, il y a eu un conflit larvé, il y a eu un double changement de CEO, des ventes d'actifs. En décembre dernier, c'est les activités italiennes qui posaient manifestement problème qui ont été vendues. Dans la foulée, l'activité assurance. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que sur le cœur de métier, faire de l'assurance, WeFox n'a jamais réussi à trouver quelconque rentabilité. Au contraire, ça les a plombés. Donc ouais, on dit que faire de l'assurance, c'est compliqué. C'est une vraie expertise. Souvent, il faut vraiment des gens du métier pour y parvenir. Il ne suffit pas d'avoir des compétences tech et des levées de fonds. Et donc, voilà, ils se sont vraiment cassés les dents sur ce sujet. Donc, ils ont vendu l'entité assurance. Donc ça, c'était en décembre dernier. À ce moment-là, on a eu des premières rumeurs d'une nouvelle levée de fonds qui viendrait comme une bouée de sauvetage, jusqu'à l'officialisation le mois dernier de cette augmentation de capital, 76 millions d'euros, et un refinancement de dette de 75 millions. Donc on arrive à 151 millions d'euros. Mais pour faire quoi WeFox, aujourd'hui, entend être et se concentrer sur un modèle de MJA, en fait. MJA, agile, sans aucun portage de risque, vous l'aurez compris, et aussi fournisseur de plateformes tech. Donc l'InsurTech, WeFox, ils vont concevoir, faciliter la distribution de produits, mais ils vont s'appuyer désormais sur des assureurs partenaires pour emporter le risque. Je trouve intéressante aussi la page d'accueil. On voit qu'ils trouvent une dynamique où aujourd'hui? Aux Pays-Bas, en Autriche et en Suisse. Pourquoi pas, mais ça n'a pas l'air d'être les marchés quand même en Europe les plus porteurs non plus. Donc on a l'impression qu'ils repartent un peu d'une page blanche, grosse levée certes, mais c'est pour éponger des dettes, pour cleaner un peu le truc. Et je pense qu'on est loin, bien loin, des années-lumière d'une valorisation à 4,5 milliards de dollars aujourd'hui. Donc ça permet de rebondir aussi à ce qu'on disait en première partie, parce que à la fin de l'année, on aura un deuxième semestre dans l'InsurTech sur le montant des levées de fonds, rien qu'avec cette levée qui sera supérieure très largement à celle du premier semestre, mais il ne faudra pas pour autant en conclure que le deuxième semestre a été beaucoup plus explosif, actif, riche, si vous voulez, que le premier. Je pense que c'est important et que ça illustre bien ça, la réalité derrière les chiffres. Toi comme moi, Flo, je pense qu'on essaye de le rappeler régulièrement. Moi, je ne le lis pas beaucoup dans les analyses que je peux voir, dans les rapports que je peux recevoir. C'est souvent la métrique clé, c'est le volume de fonds investis. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'aller au-delà de ça. Oui, effectivement, et c'est un peu la question qu'on se pose et que moi je me pose dans mon podcast de la semaine, qui est voilà, cette levée de WeFox, est-ce que c'est le phénix qui renaît de ses cendres ou est-ce que c'est un feu de paille? Et en fait, ce que je trouve intéressant dans WeFox, hein, si on retrace même sur leurs différents métiers, ils ont eu plusieurs casquettes, hein. Ils ont commencé comme un acteur tech au service des courtiers. Ils sont devenus ensuite un assureur de plein exercice parce qu'ils ont racheté une start-up allemande, Fullstack, qui avait un agrément d'assurance. Et puis, en plus de ces deux activités-là, ils ont eu une activité de courtage eux-mêmes. Et effectivement, de désagrément en désagrément, ils ont sorti toutes les lignes qui étaient les plus compliquées chez eux. La partie et l'activité qui avait la licence d'assurance a été sortie. L'activité sur leur marché domestique a été sortie également. Ils ont fait aussi un énorme travail
sur leurs équipes, hein. Ça, c'est des chiffres qui sont publics, hein, puisqu'ils sont disponibles sur LinkedIn. On a vu l'équipe passer de 922 employés en juillet 2023 à 377 employés là, quand on a fait la copie d'écran pour préparer ce live. Donc, gros travail là-dessus qui est en lien avec ce qu'on se disait précédemment. On passe tout d'un coup de croissance à tout prix avec j'ouvre plein d'activités différentes, j'ouvre plein de marchés différents à maintenant le sujet, c'est la croissance rentable et notamment la rentabilité. Donc, je sors les lignes qui sont les moins rentables et puis je vais essayer de continuer à trouver de la croissance. Et donc, dans cette levée de fonds, il y a aussi cette volonté-là d'aller chercher la rentabilité, de retrouver une nouvelle dynamique avec ce positionnement de tech et de MGA. Donc, on va suivre évidemment les chiffres qu'ils pourraient nous donner. Et l'autre élément que je trouve intéressant sur WeFox, c'est que ça a toujours été un peu l'arbre qui cachait la forêt. C'est-à-dire que si vous nous suivez régulièrement, vous savez que au-delà des montants investis, on aime bien regarder le nombre de deals annoncés. Et une des raisons pour lesquelles on aime regarder le nombre de deals annoncés, c'est que c'est souvent moins biaisé que les montants investis. Toujours est-il que quand on compare les 3 gros écosystèmes startup en Europe, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, il y a une sorte d'anomalie un peu historique qui est l'Allemagne. L'Allemagne qui est toujours très derrière la France et l'Angleterre en nombre de deals annoncés. Et en fait, si on regardait historiquement les montants investis, en fait, on ne percevait pas cet écart-là, justement parce que WeFox levait tellement d'argent à elle toute seule qu'elle permettait à l'Allemagne de remonter vachement dans les classements, alors qu'en réalité, derrière WeFox, il y avait finalement moins de startups qui se lançaient, moins de diversité business. Et donc, c'est quelque chose, un travail qu'on avait fait à nouveau avec nos amis d'InsurLab Germany, où on avait regardé à l'époque, entre 2019 et 2022, les montants investis. Et on se rendait compte qu'effectivement, si on prenait en compte ou pas WeFox, la place de l'Allemagne n'était pas du tout la même. Et donc ça, c'était un élément que j'ai trouvé quand même relativement intéressant parce que ça nous a toujours été un peu, comment dire, voilà, c'est aussi un rappel sur le fait que regarder les nombres de deals annoncés est sûrement plus intéressant et il y a plus d'enseignements à tirer de ça que les montants investis parce que typiquement, voilà, il suffit qu'un acteur lève un montant stratosphérique et ça cache des réalités différentes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis peut-être dernier rappel aussi sur l'écosystème allemand pendant qu'on y est. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de l'année, c'est la startup Element qui, après avoir levé 150 millions d'euros depuis le début de son existence, fermé boutique. Donc voilà, toujours des questions sur l'écosystème allemand et ça va être intéressant de suivre justement ce renouveau avec un point d'interrogation pour WeFox qui concentre ses activités sur certains marchés domestiques et sur certaines activités de métier parce que voilà, fini les moments un petit peu fast on avait pris en préparant, on se souvient tous de quand ils étaient rentrés sur le marché allemand, sur le marché italien, on se souvient de cette photo où ils avaient sponsorisé un club de foot. Donc voilà, bon, c'était un peu une autre époque, mais ça va être intéressant de voir, voilà, maintenant que le fast est redescendu, de regarder un petit peu le business, regarder un petit peu la tech et voir si ces 150 millions d'euros qui viennent de lever leur permettent de rebondir et de créer quelque chose de durable. C'était the number one insurtech in the world, ça c'était WeFox en 2022 à InsurTech Insight sur scène. Donc voilà, à voir comment cette promesse peut renaître de ses cendres ou si effectivement cette levée de 150 millions est la levée de la dernière chance. Brillamment résumé, Flo, et ça fait un lien tout trouvé. On parlait de levée de fonds avec les deals qu'on a repérés le mois dernier, avec des choses assez intéressantes. Déjà, numéro 1, j'aimerais bien avoir ton avis, mais Horus, qui a surpris tout le monde, une levée de 25 millions. 25 millions, rappelons, Horus, c'est de l'assurance pour TPE, professionnels, petites entreprises. Donc, c'est un marché qu'on connaît bien, où il y a d'autres acteurs en France. Historiquement, je pense qu'il y a Simplis qui marche bien, mais qui a pris son temps pour trouver la bonne formule de l'attraction, en se reposant notamment sur du M&A aussi. Simplis qui a racheté Stello l'an dernier, mais Stello qui avait par contre jamais trouvé lui de bonne dynamique, qui perdait de l'argent. Et Horus, voilà, qui perd de l'argent, c'est normal, c'est la trajectoire, je pense, qui était prévue, mais qui accusait quand même 5 millions d'euros de pertes l'an dernier.
sans avoir augmenté son chiffre d'affaires. On est vers 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour donner quelques repères. Là, ils arrivent à lever 25 millions. Donc, ça fait beaucoup. On doit être sur une grosse valo. Il y a des attentes qui vont être très fortes, je pense, de la part des investisseurs. Donc, déjà, bravo quand même aux fondateurs à avoir réussi à convaincre de leur proposition de valeur. Ça, c'est très fort. Maintenant, il va falloir assumer. Donc, voilà, je voulais ton avis sur cette levée, moi qui m'a beaucoup surpris. Ouais, effectivement, le chiffre est assez impressionnant, hein. On est tout de suite dans les plus grosses levées depuis le début de l'année. Après, je dirais, l'assurance TPE-PME, c'est pas nouveau, hein. Tout à l'heure, on parlait de chien-chat, on se disait que c'était un des gros marqueurs de la vague 1 de l'InsurTech. Bah, l'assurance TPE-PME, c'est un peu le deuxième marqueur, hein. C'est-à-dire qu'on a vu une première vague très importante de start-up plutôt dans l'IARD. La deuxième vague, ça a été autour des TPE-PME avec un modèle qui est quand même assez usité, qui est de la distribution en ligne, souvent à travers un site internet. Et donc, voilà, Horus est un de ces exemples-là. Il y a pas mal d'autres acteurs partout en Europe. En revanche, c'est vrai que la dynamique a toujours été un petit peu difficile à trouver pour ces différents acteurs en Europe, hein, des acteurs anglais, des acteurs allemands qui ont mis les clés sous la porte, d'autres acteurs qui n'ont pas eu la destinée qu'ils espéraient en France. La petite différence ici, c'est, premier élément, Horus a partagé quand même des chiffres métiers qui étaient quand même assez importants. Ils ont une vraie dynamique d'acquisition, hein, plusieurs dizaines de milliers de clients désormais, avec une grosse croissance par rapport à la dernière levée de fonds, et puis une communication aussi sur de la distribution aussi indirecte à travers des partenariats qui leur permettent normalement d'abaisser le coût d'acquisition, puisque finalement, c'est un peu ça l'enjeu. Tout à Et fait, tout à ouais, c'est l'heure, ce on que j'allais parlait. dire. Le coût d'acquisition, c'est la clé sur ce type de marché. Ouais, et puis si on reprend le critère qu'on se donnait tout à l'heure, qui est l'efficacité capitalistique, le ratio entre l'argent levé et les primes générées, typiquement, voilà, ça va être ça un des gros enjeux pour ces acteurs-là, c'est quelle est cette capacité à continuer à acquérir des clients de manière raisonnable, parce que l'objectif à terme, c'est la croissance rentable. Et effectivement, quand on lève 25 millions d'euros, la valorisation est très importante. On est par rapport au niveau de primes généré qu'on peut imaginer. On est très très loin des multiples de marché qu'on peut voir sur l'acquisition de courtiers traditionnels, mais à nouveau, là on est sur un courtier qui est digital et qui en plus indique faire de la distribution indirecte à travers des partenaires. Donc ça va être intéressant au contraire de les suivre pour voir justement si cette levée-là leur permet d'accélérer, notamment en Europe, hein, parce qu'ils indiquent être entrés sur le marché espagnol. Donc là encore, on retrouve un peu cette dynamique classique qui est je performe et je démontre sur mon marché domestique, puis je vais sur des marchés adjacents. Ce que je trouve intéressant quand même, et à mon avis, il faut le souligner, c'est que leur deuxième marché, c'est l'Espagne, hein, c'est pas l'Allemagne. Et donc ça, je trouve intéressant parce que on voit beaucoup de startups qui, quand elles grossissent en France, se disent tiens, je vais aller taper le marché allemand, qui semble assez logique parce que le marché allemand est quand même un énorme marché en Europe. En revanche, et pour regarder quand même ce qui se passe dans l'insurtech à peu près depuis le premier jour, on voit que cette croissance de la France vers l'Allemagne et inversement reste quand même un énorme défi. Et à l'inverse, on a vu des startups qui ont réussi à grossir de la France vers d'autres pays européens. J'ai en tête évidemment Plus Simple, hein, qui accélère très très fort en Italie, très fort en Espagne. Ils sont également présents en Allemagne, hein, mais typiquement, les gros marchés, à ma connaissance, sont plutôt l'Europe du Sud. Et donc ça, je trouve intéressant que Horus ait fait ce choix d'aller en Espagne sans se dire, tiens, je vais faire le truc qui est évident sur le papier, qui est d'aller taper le plus gros marché à nouveau plus gros marché sur le papier, mais peut-être plus difficile à aller pénétrer, d'autant que le marché espagnol, il me semble, est quand même assez proche dans sa structure du marché français, puisqu'on a un peu le même type d'acteurs, hein. On a des gros acteurs internationaux, on a des gros acteurs locaux dans l'assurance, puis après on a un peu de banque assurance et un peu de banque aussi. Donc on a vraiment une structure de marché qui, moi, me semble assez proche. Et typiquement, nous, chez Astoria VC, l'Espagne est notre deuxième marché en termes d'investissement. Donc on voit un peu ces similarités-là. On fait venir des boîtes espagnoles en France aussi. Donc voilà, moi je trouve intéressant et je voulais souligner le choix que je trouve hyper intéressant et loin d'être évident que d'aller en Espagne plutôt qu'en Allemagne, qui aurait été un choix peut-être plus logique si on regarde juste la taille du marché.
On avait déjà écrit un article dans un baromètre précédent sur la difficulté de pénétrer le marché allemand pour les insurtech françaises et inversement. Je pense que ce sera un bon sujet à remettre sur la table peut-être dans une prochaine édition du baromètre. Et ça fait transition toute trouvée aussi parce qu'il y a un contre-exemple quand même dans l'insurtech française, une insurtech française qui a un peu réussi en Allemagne, c'est Stoic, qui a rapidement trouvé de l'attraction, qui annonce aujourd'hui plus de 2000 polices et plus de 10 millions de primes en Allemagne. Et c'est lié à la levée de Baobab. Baobab, qui est un peu le Stoic allemand, donc assurance cyber, et qui réalise une belle levée, 12 millions. Pour l'instant, eux, ils sont, je crois, exclusivement focus sur le marché domestique. Mais ces 12 millions, j'imagine aussi que c'est pour commencer à grossir, parce qu'on est dans une tendance structurelle, je pense, sur les MJA spécialistes de l'assurance cyber. C'est la nécessité aujourd'hui de s'exporter. On le voit avec Stoic, qui, après l'Allemagne, est allé en Autriche, en Espagne également, et là, qui attaque le Benelux. D'Attaque, qui est arrivé au Luxembourg début d'année, là, qui vient d'annoncer la Belgique. Et l'exemple type, c'est Coalition, qui là enchaîne les ouvertures de pays, Allemagne, Nordics et la France à partir de cet été. Et ça n'a rien d'étonnant parce qu'on rappelle, pour la première fois dans l'histoire 2024, on a eu un volume des primes en baisse sur le marché de l'assurance cyber en France, dans un contexte en plus de plus en plus concurrentiel, un peu comme sur le pet insurance où il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent se battre pour chercher des parts de marché en plus sur la même typologie de cibles, ici les PME et les ETI, parce qu'on voit que c'est très dur de craquer le marché des PME et plus petites entreprises. Donc voilà, je pense que cette levée de Baobab aussi, elle se situe dans cette mouvance. Ouais, exactement, et effectivement, ça va être intéressant de voir un peu ces comparables parce que voilà, il y a quelques acteurs de la cyberassurance. On avait déjà repéré qu'il y avait quelques acteurs qui avaient des modèles proches à peu près dans chaque écosystème local en Europe. Donc voilà, on voit quelques acteurs qui commencent à avoir levé des montants significatifs, pas juste en France, mais donc ça va nous permettre d'avoir un peu des comparables et de voir si des stratégies proches de développement international permettent d'atteindre ces fameuses croissances que les uns et les autres promettent et cherchent à atteindre. Et puis la troisième boîte, c'est Cover Global en Angleterre, qui fait de l'IA dans l'assurance. Donc voilà, on retombe sur nos pattes et sur la tendance qu'on évoquait tout à l'heure, plutôt dans la catégorie, je dirais, AI agents. Donc voilà, plusieurs cas d'usage. Aussi, ils sont vraiment focus sur les claims, Cover. Exactement, avec cette promesse de co-construire, il y a des choses qui vont être intéressantes à suivre. Petit montant, 2,1 millions, c'est beaucoup d'argent, mais voilà, on est dans la fourchette intermédiaire, je dirais, des levées AI InsurTech depuis le début de l'année. Et voilà, donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer, ce qui va être réalisé concrètement au-delà des annonces qui sont faites à date. On a parlé très vite de Descartes à l'heure en disant on ne sait pas quel est le montant qui a été levé, donc on l'a quand même indiqué parce que c'est quand même une des startups emblématiques, à mon avis, à double titre, parce que leur dernière levée, c'était plus de 100 millions d'euros, donc c'était quand même une levée très significative dans l'insurtech à l'époque, et puis parce que c'est, à date, il me semble, le meilleur exemple de start-up de l'assurance paramétrique, qui me semble être un sujet dont on parle beaucoup, sur laquelle il y a quand même pas mal d'acteurs qui essayent d'opérer, et en revanche, relativement peu d'acteurs qui arrivent vraiment à craquer le modèle et à délivrer des chiffres importants. Eux me semblent un bon exemple de ça. Une précision importante, le deal a été effectué sur une valo supérieure à celle de la série B de 110 millions. Donc ça veut dire que ça tourne plutôt pas mal, a priori. Ouais, effectivement, et peut-être qu'un jour ils partageront les chiffres, mais voilà, c'est quand même un sujet intéressant et un bon exemple de tech au service de l'assurance, puisque là on est vraiment sur de la donnée, de l'algorithmique, donc sujet intéressant. Et après, peut-être le dernier, je vais te laisser le commenter, Alex, parce que toi tu l'as mis effectivement, Scarlett, dans tes classements. Nous on l'avait Je pas, pense et que voilà. 99% des boîtes, on les classifie pareil, mais moi j'avais Scarlett, toi pas. Je l'ai mis parce que il y a quand même une grosse dimension distribution d'assurance, avec à la fois un modèle innovant sur le packaging, il y a de la tech aussi derrière.
il y a une segmentation avec la cible senior et la volonté d'utiliser du digital, de la tech pour pousser des couvertures d'assurance santé à des seniors. Donc, voilà, je sais qu'ils ont une autre partie de la proposition de valeur qui est différente, mais voilà, j'avais décidé de l'inclure, moi. Ouais, et ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, sur cette idée de finalement l'innovation dans l'assurance, ça va bien au-delà de l'insurtech. L'insurtech, c'est une petite catégorie, et puis il y a plein de choses qui vont autour. Typiquement, nous, Scarlett, par exemple, on la met plutôt dans la catégorie Digital Health, sous le label. Ça serait peut-être un mix d'ailleurs entre soit FinTech, soit Digital Health. Ouais. Et dans Digital Health, ça serait dans la Silver Economy, hein, donc qui est cette idée d'aller s'intéresser au bien vieillir, aux seniors, etc., qui est évidemment un enjeu pour les assureurs. Mais voilà, la question, c'est est-ce que c'est dans l'insurtech ou pas? Et en fait, au-delà de la définition, c'est surtout cette idée de se dire, et c'est un peu la conclusion et le truc qu'on voulait mettre en avant auprès de vous, c'était de dire, voilà, on rentre toujours par la fenêtre de l'insurtech. Ceci étant, ce qui nous intéresse tous en matière d'innovation et technologie dans l'assurance, ça va bien au-delà. Et donc, il faut garder, à notre sens, un œil pour aller plus loin. Et d'ailleurs, tu avais fait un article sur Scarlett, donc les uns et les autres, si vous voulez mieux comprendre ce que fait cette startup-là et pourquoi elle mérite toute votre attention, je vous invite à aller sur le blog d'Alex pour lire tout ça, hein, parce que ça vaut le coup. Et puis, vous pouvez vous renseigner aussi sur leur site internet, etc. Mais effectivement, hein, Mutuelle Santé est mis comme un des... c'est le premier d'ailleurs dans le classement sur leur site internet. Ça, c'est une copie du site internet. 1 heure pile, je crois qu'on a Parfait. tenu le timing. Il va être temps de vous remercier, hein, toutes et tous. Je vois que vous êtes restés en nombre jusqu'au bout, donc ça nous fait extrêmement plaisir. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, surtout que ça vous aura apporté des choses. Hein. Nous, notre objectif, c'est de partager pour vous aider dans votre quotidien, dans votre quotidien de professionnel de l'assurance. Voilà, avoir des infos en plus, des insights. Donc voilà, merci pour tout. Comme d'habitude, on vous mettra les liens qui vont bien, notamment ton bilan de mi-saison que tu as effectué avec Yann, qui est un peu plus dense, que je vous conseille pour l'été. Ça, on vous le mettra en commentaire. Et moi, de mon côté, je vais héberger la vidéo comme toujours sur ma chaîne YouTube. Donc, ce sera retrouvé dans nos prochaines newsletters et on diffusera aussi tout au long du mois d'août. Comme ça vous fera un contenu à consommer sur la plage, à la montagne ou peu importe où vous vous trouverez. Exactement. Merci à toutes, merci à tous. Passez un bon été si vous arrêtez. Et si vous êtes au bureau, on aura peut-être aussi l'occasion de se croiser. Et puis, on se donne rendez-vous à la rentrée pour faire un petit état des lieux et peut-être une discussion sur les tendances qu'on pourrait imaginer pour la dernière partie de l'année. Donc voilà, merci à tous et à toutes, et merci Alexandre, à bientôt du coup. Merci beaucoup Flo, bon été à toutes et tous, salut.